Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les jeunes consomment de moins en moins de cannabis. Eh bien, c'est ce que révèlent les dernières études, plutôt encourageantes. On va en parler dans l'émission avec nos invités. Accepter ses origines, être fier de ses racines. Racines, justement, c'est le titre de l'ouvrage dont on parle dans la seconde partie de l'émission avec son autrice et dessinatrice. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invitée est l'actrice Louise Monod. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la réforme du choc des savoirs qui continue à beaucoup faire parler. Des mobilisations sont toujours en cours dans de nombreux établissements. Et ce matin, le syndicat des encadrants de l'éducation nationale a indiqué qu'il était opposé à la mise en place du fameux choc des savoirs. C'était par la voix de Jérôme Naïm, principal du collège Rameau à Dijon et également secrétaire académique du syndicat SNPDEN qui regroupe les personnels encadrants, vous le disiez, de l'éducation nationale. Il était l'invité de France Bleu Bourgogne ce matin et il est d'abord revenu sur la baisse de niveau. Il ne nie pas sa réalité, mais il la met en perspective avec notre époque. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que dans les évaluations nationales et notamment les études aussi internationales, on constate une légère baisse du niveau évalué des élèves. Maintenant, il faut quand même comparer les choses de manière un peu objective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos élèves, ils ont des compétences très différentes d'il y a 20 ans. Peut-être qu'effectivement, en orthographe, comme vous le disiez tout à l'heure, les SMS, parfois, il y a peut-être quelques erreurs orthographiques plus nombreuses, mais on a des élèves qui écrivent beaucoup plus qu'avant parce que le SMS est un outil où les réseaux sociaux leur permettent de s'exprimer beaucoup plus à l'écrit. Ils écrivent beaucoup plus, mais mal. Ils écrivent beaucoup plus, mais mal, mais ils ont développé beaucoup d'autres compétences aussi. Donc c'est assez difficile d'avoir ce regard aussi négatif qui laisserait penser que nos élèves ont un niveau qui baisse. Le principal est également revenu sur la réforme du choc des savoirs et il explique l'opposition de ce syndicat. Le SNP de l'UNSA, en congrès la semaine dernière, a voté à l'unanimité son opposition au choc des savoirs. On représente plus de la moitié des chefs d'établissement en France. On est un syndicat qui est très représentatif et effectivement, on est contre. Alors, créer des petits groupes. Créer des petits groupes, effectivement. Le problème, c'est pas de créer des petits groupes, c'est que ce choc des savoirs, c'est la volonté initiale du gouvernement qui est toujours répétée, c'est de faire des groupes de niveau, c'est-à-dire de rassembler les forts ensemble, les moyens ensemble, et de faire un groupe d'élèves faibles. Alors, soi-disant, à petit effectif, des effectifs, une quinzaine d'élèves. Le problème, c'est que d'abord, trier les élèves, ça va à l'encontre des valeurs de l'école qui sont l'école, c'est le creuset de la nation. C'est l'endroit où tous les élèves, quelles que soient leurs différences, se retrouvent, vivent ensemble. Et ça, c'est très important pour l'école. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le point pédagogique, on va créer des groupes homogènes chez les forts, chez les moyens, mais en regroupant tous les élèves en difficulté dans le groupe des faibles, eh bien, on va multiplier et concentrer de multiples difficultés ensemble. Mais alors, quelle solution alternative le syndicat propose-t-il? Réponse toujours au micro de France Bleu Bourgogne. Les professeurs disaient qu'ils avaient du mal à gérer l'hétérogénéité, mais la question, elle n'était pas terminée, c'était une question fermée. Ce que disent les enseignants et les pédagogues, c'est qu'ils ont du mal à gérer l'hétérogénéité dans des classes trop chargées. Dans certains établissements qui bénéficient d'effectifs plus faibles, 20, 22, 25 élèves par exemple, comme en réseau d'éducation prioritaire, on sait gérer cette hétérogénéité. Et donc on va pouvoir prendre le temps de s'occuper à la fois des élèves qui vont avoir des difficultés, mais qui vont pouvoir être aussi entraînés, tirés vers le haut par les élèves un peu plus forts. Voilà, c'était Jérôme Naïm du SNPDEN. On évoque désormais les suites dans l'affaire de l'enseignante poignardée lundi. Le lycéen a été mis en examen pour 3 tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire, assure le procureur. Oui, 3 tentatives d'assassinat car l'élève visait à la fois sa professeure mais également des camarades de classe. Un élève a été victime d'une tentative de coup de couteau et un deuxième élève va se protéger avec une chaise. Il tentait de protéger son enseignante. Pour rappel, lundi vers 9h,
11h45. Un jeune homme sans antécédent judiciaire et jusque-là qualifié de discret dans son lycée de Chemillé en Anjou, en Maine-et-Loire, a soudainement attaqué son enseignante par derrière, lui en taillant la joue avec un couteau qu'il avait dans son sac. Après l'agression, il s'est enfui, il a abandonné son arme et il s'est échappé par une fenêtre avant d'être rattrapé quelques minutes après par la police municipale, selon le procureur Éric Bouillard. Placé en garde à vue ce lundi, il a évoqué un mal-être dans sa vie. La victime, la professeure qui a été agressée, n'a pas été choisie à l'avance par l'élève qui n'avait aucun grief contre elle, a précisé le procureur lors de sa conférence de presse. Elle a eu simplement le malheur d'être la première enseignante de la journée. À 24 heures de l'ouverture de la phase d'admission pour Parcoursup, l'heure est au stress pour les candidats et surtout au service avant-vente pour le ministère. Oui, tout va bien se passer. C'est un petit peu le mot d'ordre qui règne auprès des différents acteurs de la plateforme qui, cette année encore, va permettre à plus de 700 000 jeunes et moins jeunes, puisqu'il y a des élèves en réorientation sur Parcoursup, d'intégrer l'enseignement supérieur. Alors, celles et ceux qui sont plus stressés que les autres peuvent encore, pendant 24 heures, tester Parcoursup, puisqu'il y a une plateforme d'essai, d'entraînement qui est toujours ouverte. Alors à quoi s'attendre sur Parcoursup cette année, Guillaume? Alors comme tous les ans, il y aura une majorité d'élèves qui seront placés sur liste d'attente partout à l'ouverture de la plateforme. C'est normal puisque vous le savez, sur Parcoursup, on ne trie pas ses vœux en avance et donc les meilleurs candidats ont en général des places partout. Les moins bons candidats, qui sont pas pour autant nuls, mais qui sont moins bons que les meilleurs, doivent attendre que des places se libèrent. Donc pas de panique si vous êtes sur liste d'attente partout. Au bout d'une semaine, sachez que 80% des candidats ont en général au moins une proposition d'admission. Et on s'attend à des couacs ou on espère que tout se passe bien? Évidemment, on espère que tout se passe bien, mais comme tous les ans, les résultats qui doivent tomber aux alentours de 19h risquent d'être un peu longs à charger, puisque tout le monde se connecte en même temps sur la plateforme. Ça fait quand même plus de 600 000 connexions. Alors, ils ont beau avoir des serveurs robustes au ministère, tous les ans, on a des sites qui sont mis en place un peu dans l'urgence pour permettre aux candidats de voir leurs réponses. Et puis, côté couac, il y en a eu quelques-uns cette année, au niveau plutôt de l'organisation des concours en école de commerce. Les candidats ont remonté des difficultés, alors non pas avec Parcoursup, ne blâmons pas la plateforme, mais avec des plateformes en ligne utilisées par certaines écoles pour faire passer les concours. Gageons en tout cas que toutes ces petites difficultés n'auront pas d'impact sur le fonctionnement de Parcoursup cette année. Puis, si ça peut rassurer quelques candidats et leurs familles, sachez que les plus stressés, ce sont finalement peut-être pas ceux qui vont consulter leurs résultats sur Parcoursup, mais les formations qui émettent ces résultats, puisqu'elles espèrent remplir assez vite. Et chaque année pour elles aussi, c'est le grand bain, le grand saut dans l'inconnu. Et puis un détour au Canada pour terminer ce journal. Le ministère de l'Éducation du Québec s'inquiète de la montée en puissance de ChatGPT auprès des élèves. Y a-t-il trop de recours à l'intelligence artificielle dans le travail scolaire des élèves? C'est le cri du cœur et la question que pose Bernard Drinville, le ministre québécois de l'Éducation, qui s'inquiète pour l'avenir des jeunes Québécois. On a parfois l'impression avec l'intelligence artificielle que la technologie nous devance constamment et qu'on court après pour la rattraper. Ça pourrait faire le sujet d'une épreuve de philo du bac. En tout cas, d'après les dernières enquêtes, 7% des élèves du Québec confient avoir déjà utilisé ChatGPT pour réaliser un devoir de A à Z, de chiffres qui sont sans doute minorés par rapport à la réalité. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. En 2018, 33% des adolescents disaient avoir déjà fumé du cannabis contre 22% en 2022, donc une baisse qui se confirme également cette année si on suit les études parues en janvier dernier. Alors qu'est-ce qui a fonctionné? Comment poursuivre sur cette lancée? On en parle tout de suite avec nos invités. Et je suis ravie de recevoir sur ce plateau Gilbert Juc-Devina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, monsieur le sénateur. Vous êtes donc sénateur socialiste du Rhône. Vous avez piloté un groupe de travail au sein du groupe socialiste dans lequel siège au Sénat, dans lequel vous siégez au Sénat, sur la question des politiques du cannabis. Et on va en parler aujourd'hui avec aussi Maria Melchior qui est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, spécialiste des déterminants sociaux de la santé mentale et des addictions. Alors, bonne nouvelle, les ados consomment moins de tabac, moins d'alcool, moins de cannabis, d'après une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui a été publiée fin janvier. Est-ce qu'on s'y attendait ou non, Maria Melchior? Alors ça, c'est une question difficile. Il y a une baisse depuis plusieurs années. Donc en fait, la baisse a été progressive. On a un appareil statistique très conséquent en France qui permet, donc beaucoup d'enquêtes répétées dans le temps, qui permettent de bien connaître les consommations des adolescents et des adultes également.
Et donc, en fait, la baisse est amorcée depuis une dizaine d'années maintenant. Mais effectivement, entre 2018 et 2022, elle a été particulièrement importante. On est passé de environ 33% des jeunes qui avaient expérimenté le cannabis à 22%, donc ça fait une baisse de plus de 10 points. Et surtout, on est passé à une baisse de la consommation régulière et potentiellement problématique. Est-ce que ce sont des chiffres aussi que vous confirmez de votre côté? Est-ce que chez les adultes, c'est à peu près la même chose? Alors écoutez, moi je n'ai pas les derniers chiffres. Et puis le travail que l'on a essayé de faire, mener au Sénat, au sein de notre groupe, ne portait pas particulièrement sur une tranche d'âge, mais plutôt globalement. Et il a été sollicité à la demande des élus qu'on représente au Sénat, puisqu'on a la maison mère des collectivités territoriales, et des élus qui, en quelque sorte, nous disaient... ce qui nous pose problème dans nos villes, ce ne sont pas forcément les consommateurs, mais ce sont les points de deal. À partir de là, on a amené un travail et on a considéré qu'il y avait 3 possibilités pour le cannabis. La situation actuelle qui est la prohibition, la dépénalisation ou la légalisation. Et on a, à travers ces 3 piliers, pris en considération les politiques de prévention, les politiques de santé publique, les aspects de sécurité, justice et les aspects économiques. Une fois qu'on a auditionné un certain nombre de personnes, de médecins, d'élus, de sociologues, de psychologues, de psychiatres, un certain nombre de personnes, on en est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de bonne solution, mais la moins mauvaise des solutions, tout compte fait, c'était la légalisation. On va en parler évidemment, peut-être que vous n'avez pas forcément le même avis, Maria Melchior, mais j'aimerais, avant qu'on aborde vraiment la question de la légalisation ou non comme solution, on va parler juste, encore une fois, de ces campagnes de prévention que vous saluez, j'imagine, en tout cas par rapport à la consommation de drogue. Est-ce qu'on peut imaginer que ces chiffres, donc que cette baisse du nombre de consommateurs est aussi liée à ces campagnes de prévention qui ont ou auraient marché ? Je ne sais pas, enfin en tous les cas, aujourd'hui la prévention est quand même assez limitée puisqu'on est sur une drogue illicite. Donc on constate, il y a un constat, moi je n'ai pas les éléments, tant mieux, hein. De toute façon, le travail que l'on a fait, c'est bien aussi pour arriver, l'idéal, ça serait que personne ait besoin d'un artifice pour se sentir bien dans ses baskets et dans la société. Oui, alors là, le problème, effectivement, est bien plus profond. Mais là, on parle évidemment de ce qui se passe et de la réalité du quotidien de beaucoup de familles, à la fois d'enfants et de parents qui sont démunis, aussi de professeurs, parce que ça se passe aussi dans la sphère de l'école. Juste une réaction par rapport aux campagnes de prévention, Maria Melchior. Je le rappelle, vous êtes spécialiste des déterminants sociaux de la santé mentale et des addictions. Est-ce que ça joue, ces campagnes de prévention? Alors, peut-être pour recontextualiser un tout petit peu, là on parle plus spécifiquement du cannabis, mais ce qu'on observe globalement, c'est une baisse des consommations de tabac et d'alcool aussi chez les adolescents, ce qui est vraiment une excellente nouvelle, parce que ces niveaux de consommation de tabac et d'alcool étaient assez élevés et restent élevés dans la population adulte. Donc on peut espérer vraiment une baisse de la consommation dans les futures générations, avec du coup une réduction des impacts en termes de santé qui sont malgré tout bien plus importants que ceux du cannabis. Alors, je suis d'accord avec le sénateur sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'action de prévention à grande échelle contre la consommation de cannabis. Il y a quand même un plan de lutte contre le tabac et on peut penser qui est extrêmement ambitieux et très conséquent et qui a conduit probablement en partie à la baisse de la consommation de tabac. Et la baisse de la consommation de cannabis est probablement liée à ça puisqu'on consomme généralement du cannabis et du tabac en même temps. Ceci étant dit, il y a des actions de prévention qui fonctionnent, qui ont été démontrées comme étant efficaces. C'est pas du tout l'information sur les mésusages des drogues ou sur les effets négatifs. C'est plutôt tout ce qui va concerner le renforcement des compétences psychosociales des jeunes, c'est-à-dire la manière dont on leur apprend à identifier leurs émotions, les gérer, interagir dans le groupe, etc., éventuellement résister quand ils ne souhaitent pas consommer alors qu'on leur propose des produits, etc. Et ces actions de prévention, elles ont été donc absolument validées par les recherches scientifiques. Elles sont encore assez peu déployées à l'échelle de la population adolescente parce qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre.
Alors effectivement, c'est intéressant ce que vous disiez, monsieur le sénateur, quand vous parliez de drogue illicite, enfin de consommation illicite, parce que vous faisiez allusion, Maria Melchior, au tabac. Effectivement, le prix du tabac a considérablement augmenté, et c'est ce qui a fait certainement jouer aussi la baisse de consommation de tabac en France. Donc si je poursuis évidemment cette idée-là, en admettant qu'on légalise le cannabis en France, effectivement, le prix jouerait peut-être sur la consommation ? Oui, alors après, vous voyez bien que suivant, chaque fois qu'il y a une augmentation du paquet de tabac, on a des réseaux de trafic qui se mettent en place et on a un certain nombre de paquets de tabac fabriqués frauduleusement qui tombent des camions, etc., etc. Donc il y a forcément quelque part un calcul à faire pour ne pas se retrouver avec un trafic illicite. Oui, mais il y a le trafic illicite d'un côté que vous combattez et le trafic illicite qui reviendrait de l'autre. Cela dit, en légalisant. Moi, je me félicite qu'il y ait une baisse de la consommation de l'alcool, du tabac et puis d'autres drogues. La cocaïne qui arrive, qu'on trouve assez facilement, pose aussi des problèmes. Moi, je suis un ancien consommateur de tabac. Et je me félicite que le tabac, tout compte fait, n'était pas illicite parce que j'ai pu bénéficier de l'aide médicale pour arrêter le tabac. Mais on peut pas... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, quand on est dans une drogue qu'on continue à conserver dans le cadre illicite, très très difficile de mener des campagnes de prévention et des campagnes de santé publique. Sur un point de deal aujourd'hui, les gens qui vont se ravitailler en cannabis, qu'est-ce qu'ils achètent? Quelle est la qualité de ce produit? On sait qu'il y a aussi des mélanges qui augmentent les taux de THC, etc., etc. Donc, mais c'est un autre débat parce que le cannabis, si on le consomme trop jeune, et on a écouté les médecins, il pose problème. D'ailleurs, dans notre texte, notre proposition de loi, on n'a pas tranché sur l'âge. Si c'est la majorité, qui est de 18 ans. Or, un certain nombre de médecins nous indiquent que consommer du cannabis à partir de 25 ans n'a pas de conséquences sur le développement du cerveau. Avant, on peut en avoir. Alors justement, j'aimerais votre réaction sur ce sujet, Maria Melchior, parce que j'aimerais qu'on reparle quand même, pour ceux qui ne le savent pas encore, de l'impact du cannabis sur le cerveau et sur la santé déjà physique, à la fois des jeunes et des moins jeunes. Le cannabis est un produit psychoactif, donc par définition, il agit sur le cerveau. C'est pour ça que les gens en prennent, d'ailleurs, évidemment. Il y a les effets euphorisants qui sont ceux qui sont principalement recherchés quand on en consomme, mais il y a aussi des effets, surtout suite à une consommation plus régulière et qui peut s'installer dans le temps, des effets sur la concentration, la mémoire, le sommeil. Parfois, les gens consomment du cannabis parce que ça les aide à dormir, ou ils ont l'impression de remplacer des somnifères en le faisant. En réalité, on s'aperçoit dans les études qui suivent les consommateurs de cannabis que c'est plutôt un facteur qui détériore la qualité du sommeil à long terme et qui induit le risque de dépression également à long terme. Mais les effets immédiats parfois cachent ces effets néfastes sur le plus long terme. Ce qui est surtout vendu, c'est l'idée que c'est, entre guillemets, naturel. Ce produit naturel, donc ce serait moins nocif qu'effectivement un produit qui permettrait un médicament qui permettrait de dormir. Fausse idée. Alors, en effet, ce qui est pas tout à fait vrai, alors surtout, même pas du tout vrai, surtout pour la résine de cannabis, qui est là aussi par définition mélangée avec d'autres types de produits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la teneur donc il y a différents produits actifs dans le cannabis, notamment le THC qui est responsable de la plupart des effets psychoactifs, et que la teneur en THC dans la résine de cannabis, en tout cas qui est vendue le plus fréquemment en France, a énormément augmenté dans le temps, ce qui induit aussi un risque, des risques, alors notamment, donc ça j'en ai pas parlé, mais des risques de déclenchement de psychose particulièrement élevés. On sait maintenant que c'est pas la consommation de cannabis seule qui induit le risque de psychose, mais que chez des personnes qui peuvent être susceptibles à ce type de maladie psychiatrique, malheureusement, la consommation de cannabis peut être un facteur déclencheur. Et pourtant, Gilbert-Luc Devinard, c'est vrai que beaucoup de jeunes se disent moi je fume des joints parce qu'au moins ça me calme mes angoisses, je suis un peu stressée et finalement ça me fait du bien, ça m'apaise. En fait, ça ne les apaise pas, ça va provoquer davantage d'angoisse. Alors écoutez, moi je n'ai pas la qualification de... Non mais vous avez travaillé avec des médecins, oui, vous avez dit, vous avez fait cette étude. On a écouté avec les médecins, c'est pour ça qu'on a
pas dans le texte de loi tranché à quel âge on permet de consommer librement du cannabis. Vous permettriez en conditionnel. Oui, c'est une proposition de loi. Oui, non, mais d'accord. En plus, vraisemblablement, on va encore en discuter en groupe parce qu'il y a eu un renouvellement et que certains collègues souhaitent en discuter. Bon, cela dit, si moi j'avais un conseil à donner, puisqu'on s'adresse plutôt à des jeunes, le meilleur moyen de bien dormir, c'est d'avoir une activité physique. Quand on est jeune, on a encore la chance de pouvoir avoir une pratique sportive plus facilement que quand on prend de l'âge. Et c'est le meilleur moyen de trouver une qualité de sommeil, de travailler sa mémoire, etc., etc. Sauf que il y a des consommateurs de cannabis qui ne sont pas forcément tous jeunes et qui, dans nos villes, je prends ville urbaine où moi j'ai été adjoint à la sécurité, les points de consommation, les points de deal, les points de vente posent des problèmes de sécurité et on voit bien qu'aujourd'hui le trafic fait qu'il est très concurrentiel et on règle ces différends en utilisant des armes et il peut y avoir des balles perdues. Donc la population villeurbannaise dans le quartier du Tonkin, elle n'est absolument pas rassurée. On voit ce qu'a mis en place à Marseille le ministre de l'Intérieur, Darmanin, mais on voit le nombre d'effectifs de police. On voit que quand un point de deal est supprimé, c'est comme l'hydre, il y en a deux qui prennent naissance ailleurs. Donc on s'aperçoit qu'on va aller vers une impasse de ce qu'est en train de faire à Marseille. Ou alors il faut avoir des effectifs de police d'une façon immense, ce qui n'est pas le cas. Donc ça c'est un aspect. Puis le deuxième aspect, c'est que la justice fait plus face à tous ceux qui passent devant la justice, quand ils passent vers la justice. Parce que là aussi, en France, suivant le point de territoire où vous faites arrêter avec du cannabis, vous allez être en passer devant la justice ou pas passer devant la justice. Alors, une inégalité républicaine là qui a pris forme. Alors évidemment, on imagine qu'en légalisant évidemment le cannabis, eh bien d'autres drogues peut-être plus dures, enfin dites dures, eh bien prendraient la place de ce marché dont vous parlez, mais c'est un autre sujet. Je vais juste rebondir sur le modèle canadien, car le texte que vous avez proposé, donc cette proposition de loi, prévoit la création d'une agence nationale de contrôle et de gestion du cannabis. C'est quoi exactement? Vous pourriez avoir un contrôle total de cette vente et de cette production donc, de cannabis en France? Par des licences, oui. Alors on a pris modèle sur le Canada, mais ça s'explique bien parce que dans les 8 sénateurs et sénatrices qui ont travaillé dans le groupe de travail, on a un sénateur représentant les Français de l'étranger, du continent nord-américain, qui est canadien, qui vit au Canada. Donc il connaissait bien le système canadien. s'est abstenu d'aller au Canada pour voir comment ça fonctionne, mais on s'est inspiré de ce qui se passe au Canada. Mais au Canada, si vous voulez acheter de l'alcool, vous n'allez pas dans une grande surface. C'est un magasin spécialisé où il faut présenter une pièce d'identité, etc. Personnellement, ce n'est pas un système que je rejette. Moi, dans ma commune, quand je vais dans une grande surface dont je n'aurai pas le nom, il m'arrive de voir des jeunes sortir avec des bouteilles de whisky, d'alcool, et ouvertement, ils ne sont pas majeurs. Et pareil chez le marchand de tabac, d'acheter des cigarettes alors qu'ils n'ont pas l'âge. Alors, comme moi, je suis un ancien drogué du tabac, je suis un peu plus cool parce que ça fait plus de 30 ans. Mais effectivement, je veux dire, normalement, on ne devrait pas vendre du tabac comme ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que le cannabis, c'est un produit qu'on peut acheter comme du beurre. Non, c'est un produit, c'est une drogue. Et elle pose des problèmes dans la façon dont elle est utilisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on interdit et on pense qu'on a réglé le problème. On n'a rien réglé. La plupart des villes, et aujourd'hui, si je me base sur certains chiffres, c'est pas uniquement l'urbain, même dans le rural. Pardon, mais récupérer, j'ai compris l'histoire du trafic, effectivement, récupérer finalement la production, la manne et le contrôle de tout ce monde-là, je l'entends, mais en quoi cela réduirait la consommation de cannabis des jeunes et des moins jeunes? À partir de là, déjà, la loi peut fixer des tranches d'âge. Alors, c'est pas, on va retrouver exactement comme le prix du paquet. C'est-à-dire que si on est trop restrictif, c'est ce que nous a expliqué un des professeurs de médecine. Lui, il pense 25 ans, mais il dit 25 ans. Et donc, il dit qu'il faudrait 21 ans. Bon. Cela dit... il n'y aurait pas donc un autre marché noir pour les 15-21 ? Il y a la qualité du produit, le pourcentage de THC aussi, qui peut être maîtrisé dans un contrôle. Et puis, vous récupérez une manne financière, puisqu'elle est estimée presque à 4, en 2024, presque à 4 milliards. Et vous pouvez mener des politiques
de prévention et de santé publique. Parce que le but de notre proposition de légaliser, c'est pas d'encourager la consommation du cannabis, c'est d'enrayer cette consommation. Mais comme on peut l'enrayer avec l'alcool et le tabac quand on est dans une logique de drogue licite. D'accord, quand on la maîtrise. Votre avis sur la question, Maria Melchior? Alors moi, mon avis est basé sur les études qui ont été menées sur les suites de la légalisation au Canada, mais bon, aussi aux États-Unis ou en Uruguay, où les modalités de légalisation ont été différentes. Et ce qu'on observe, c'est que dans les mois qui suivent la légalisation, globalement, il y a une augmentation, alors pas tant du nombre de consommateurs, mais des niveaux de consommation déclarés dans les enquêtes chez les adultes. Chez les adolescents, il ne semble pas y avoir d'effet majeur de la légalisation. Donc, il y a probablement... C'est-à-dire que les facteurs En fait, le cannabis est déjà très largement accessible. C'est évidemment un des facteurs qui contribue à ce que les gens le consomment. Mais en réalité, la légalisation ne change pas tellement les modalités d'accès. Le prix peut être un tout petit peu plus élevé éventuellement, mais pas suffisamment pour que ça modifie significativement les choses. Ceci étant dit, malheureusement, la légalisation, on le sait aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, ne réduit pas totalement le marché noir. Et justement, le fait de fixer le prix ou un taux de THC donné pour éviter que les gens consomment des produits trop concentrés, trop dosés, etc., fait qu'il y a un marché noir qui se maintient, où d'autres types de produits, soit moins chers, soit plus fortement concentrés, peuvent être accessibles. Mais en tout cas, ce que montrent les études, c'est que globalement, chez les adolescents, la légalisation n'a pas d'impact sur les niveaux de consommation. Avec l'opération Place Nette qui a été mise en place, est-ce que vous pensez que votre proposition de loi pourrait plaire, en tout cas être votée? Elle va être présentée au Sénat plutôt en octobre. Voilà, mais parce qu'elle vient d'être soulevée un certain nombre de problèmes par côté santé, et c'est des questions qu'on continue à se poser. Et là, nous, d'ici la fin juin, parce qu'il y a un certain nombre de textes de loi qui arrivent, qui font qu'on n'a que 24 heures, dans le groupe, on va en rediscuter et on la déposera en octobre. Mais au Sénat, je suis réaliste. Je connais la sociologie du Sénat et je connais déjà le résultat. Quel est-il? Parce que nous, on ne le connaît pas. Je pense que cette loi sera rejetée. Il y a deux façons. Parce qu'il y a une partie du Sénat qui est très conservateur, parce que des gens pensent que le meilleur moyen, c'est d'interdire, et qui sont persuadés qu'en interdisant, on a réglé le problème. Et le but aussi de cette proposition de loi, c'est de lancer un débat aussi. C'est de permettre aussi de relancer, parce que nous, on a fait des auditions, mais à partir du moment où on la dépose dans le créneau de notre groupe, on va pouvoir officiellement la passer dans une commission, officiellement faire venir des spécialistes. Dans le corps médical, il y a des gens pour la légalisation, d'autres pas du tout. Donc, mieux se faire une idée, c'est aussi un moyen d'avoir les médias. Moi, je me rappelle quand, il y a 2 ans, on a rendu notre projet, d'un seul coup, tout l'été, les journalistes m'appelaient. Parce qu'il y a besoin aussi d'un débat dans la société française sur ce sujet-là. Pourquoi le cannabis est interdit ? Certains sociologues vous expliqueront que c'est lié à mai 68, que c'était la drogue de cette C'est effectivement ce qu'on lit dans les médias. C'est la génération de mai 68, elle est un peu comme moi. Enfin, moi, je suis juste après la génération de 68. Mais on est en train de passer la main, puis on est plutôt proche de quitter la planète, quelque part. Et quand on analyse, on aurait pu aussi se retrouver avec, comme aux États-Unis à l'époque, la prohibition de l'alcool, du tabac, etc. Oui, mais donc, question... ça va permettre au Sénat d'approfondir la proposition qu'on fait par la commission, par des auditions, et puis ça fera un débat en séance. Si en séance, il n'y a pas un des groupes qui fait un amendement pour annuler l'article 1, c'est-à-dire la légalisation, on aura le débat. Il y aura un vote. De toute façon, vous souhaitez ce débat, je l'entends très bien, et quand on en parle avec Maria Melchior, qui, je le rappelle, est épidémiologiste, spécialisée des déterminants sociaux de la santé mentale et des addictions, on voit bien quand même que la légalisation n'influe pas sur la consommation, finalement, de cannabis. Attendez, chez les plus jeunes. Oui, chez les plus jeunes, certes, mais plus jeunes, ça veut dire quoi? C'est en dessous de 25 ans? D'ailleurs, c'est en dessous de quel âge, Maria Melchior? Alors, c'est principalement les adolescents, mais les jeunes adultes aussi.
En fait, là où on a observé une augmentation de la consommation suite à la légalisation, notamment aux États-Unis, même si c'est plus compliqué que ça parce que la manière dont le cannabis a été légalisé a été différente dans les différents États américains qui ont introduit cette politique, c'est plutôt chez les adultes à partir de 25 ans. Ouais. Donc ça veut dire quand même que si ça ne joue pas sur la consommation du cannabis, quelle serait l'utilité, pardon, hein, je ne contredis pas évidemment l'intelligence de cette question que vous posez, mais au-delà du trafic que vous aimeriez gérer, on voit bien qu'il y a un marché noir qui pourrait se développer à côté avec des substances plus fortes, plus chargées en THC par exemple, et aussi avec une consommation qui serait toujours la même. Alors, sur le marché parallèle, ça a été évoqué, effectivement, c'est pour ça qu'il faut réfléchir et qu'on renvoie des décrets le taux de THC, y compris le prix à la vente dans un circuit légal qui joue, effectivement. Cela dit, on se base sur des enquêtes dans une situation donnée où ce type de drogue est illicite. Oui. Si on va vers la légalisation, on refera des enquêtes qui permettront de mieux mesurer les choses. Moi, je prends le pari qu'à partir du moment où elle devient licite, on peut mener les campagnes de santé publique et on peut mener les campagnes de prévention. Et la prévention, moi, j'y crois. La prévention, et donc, ça peut contribuer encore plus à réduire les consommateurs de demain. La prévention est quand même faite dans pas mal de collèges et lycées aujourd'hui, peut-être pas à la hauteur, bien entendu, du tabac. Maria Melchior, une recommandation par rapport à ça pour tous les enseignants qui nous regardent, pour tous les parents aussi qui sont un peu démunis face à cette situation. Alors la prévention, comme on le disait tout à l'heure, est efficace, mais il faut peut-être distinguer ce qui est mis en place actuellement dans la plupart des collèges et des lycées des actions de prévention dont on sait qu'elles peuvent vraiment avoir un effet. Alerter les jeunes sur les risques liés à la consommation de cannabis ou d'autres drogues, comme ça peut encore être fait, ça sert à rien en fait. Ils le savent très bien. À la rigueur, ça leur fait découvrir des produits auxquels ils n'avaient pas pensé avant. Par contre, ce qui fonctionne vraiment, mais la difficulté est d'intégrer ce type d'action vraiment dans le fonctionnement du système scolaire, c'est des actions sur le long terme, donc plusieurs séances répétées dans le temps, faites par les enseignants ou par d'autres intervenants qui sont formés à cet effet, pour aider les jeunes à en fait être mieux dans leur peau et mieux gérer leurs émotions, mieux gérer les pressions du groupe, mieux gérer leurs relations avec les autres, etc. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que les jeunes, la plupart du temps, consomment du cannabis en groupe, en tout cas au début. C'est parce qu'ils connaissent d'autres jeunes qui consomment aussi, parce qu'il y a un effet d'entraînement, parce qu'il y a un effet de mode peut-être aussi. Et donc, c'est à tout ça qu'il faut, c'est contre tout ça qu'il faut les armer en réalité. La difficulté est que, bien sûr, les programmes scolaires sont déjà chargés, ça n'entre dans aucune case très précise de ce qu'on leur enseigne, et ce sont des actions assez intensives sur le long terme. Je voulais peut-être juste revenir sur une toute petite chose, qui est que si on fait attention, peut-être que ce sur quoi il faudrait insister, c'est pas seulement les risques en termes de santé, mais aussi les risques qui là sont pour le coup réels, d'impact sur la scolarité, sur le devenir des jeunes. On a montré par exemple que les jeunes qui consomment du cannabis avant l'âge de 16 ans ont une probabilité réduite d'obtenir le baccalauréat ou d'avoir un emploi stable une fois qu'ils sont adultes. Et c'est toujours compliqué d'alerter sur les perspectives à moyen et long terme, mais c'est peut-être ces aspects-là qu'il faut mettre en avant plus que les aspects sanitaires qui sont encore plus lointains. Et rappelons quand même ce que vous disiez en début d'échange, que le cannabis se consomme avec le tabac et donc risque de cancer aussi, maladies cardiovasculaires et puis troubles évidemment psychiques et psychologiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le sénateur Gilbert Luc Devinard. Merci, sénateur PS du Rhône, ainsi que Maria Melchior. Merci mille fois de votre présence sur le Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Lou Luby. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'autrice et dessinatrice de Racine, magnifique bande dessinée chez Delcourt. On va en parler de cette bande dessinée qui m'a beaucoup plu, qui a plu à la rédaction. Vous parlez d'un sujet de société très important, mais peu évoqué, j'avoue, dans la littérature jeunesse. L'identité, déjà.
l'acceptation évidemment de ses origines, qui fait partie aussi de l'identité, les moqueries aussi, le sexisme, toutes ces notions qui sont importantes et qu'on retrouve très fréquemment, malheureusement trop fréquemment dans la société, mais qui sont peut-être un peu délicates souvent à aborder et pourtant tellement essentielles. Oui, et je pense que c'est en partie dû au fait que ça touche une double minorité. Donc on écoute moins les minorités. Et donc ici, on a à la fois les femmes sur toutes les problématiques du sexisme, mais aussi les personnes racisées sur les questions de cheveux texturés, forcément. Donc ce sont des gens qu'on n'écoute pas forcément beaucoup. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai vu Racine au tout début, je vois la couverture. Cette couverture, vous allez la voir quand vous allez l'acheter, donc l'avoir entre les mains. La texture, elle est incroyable. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, Racine, avec cette illustration sublime, c'est ce que je suis profondément, moi, et cet enclin, ce côté apaisé finalement de cette couverture. Et en même temps, ces cheveux, cette thématique du cheveu qui revient souvent. Et c'est vrai que, pour en avoir discuté avec pas mal de mes amis, c'est aussi un moment très difficile à l'école, de comprendre que les cheveux, la coiffure, tout d'un coup, effectivement, peut prédéterminer des relations entre enfants, peut, quand j'allais dire genré, mais c'est pas genré, mais en tout cas, peut-être être source de harcèlement pour certains. Oui, c'est quelque chose qui est très courant, en particulier sur les cheveux frisés, crépus, puisque dès qu'on s'éloigne de la norme, forcément, on a tout de suite quelque chose qui dérange. Ce sont des cheveux qui prennent trop de place, et puis on a vite des insultes de moutons, de caniches, voilà, de plein de petites créations absolument horribles que les enfants font facilement, mais qui en fait sont les mêmes chez les adultes. Elles sont juste beaucoup plus polies et beaucoup plus déguisées, mais ce sont des préjugés qui restent dans la société indépendamment de l'âge. Ce sont des préjugés que vous avez vécus, vous, petite, à l'école ? Alors non. Moi, j'en ai vécu beaucoup moins que Rose parce que j'ai les cheveux frisés et pas crépus. Donc forcément, déjà, il y a une part de discrimination en moins. Une fois, c'est arrivé qu'on se moque de mes cheveux et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de peine, mais c'est pas du tout un harcèlement systématique que j'ai pu vivre comme c'est le cas pour elle. En revanche, une expérience que vous avez vécue peut-être avec des amis ou des copines, des camarades de classe qui elles-mêmes étaient victimes justement de cette discrimination-là ? Non, pas du tout. Même pas. Non, en fait, c'est à force finalement de parcourir cette société, de voir ce qui s'y passe. Vous êtes illustratrice et autrice depuis maintenant une dizaine d'années. Donc c'est finalement au cours des publications que vous êtes rendu compte à quel point ce sujet est essentiel ? C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. En fait, il suffit d'interroger les femmes, et en particulier les femmes noires et métisses, pour se rendre compte que c'est extrêmement répandu. Et c'est un vécu dans lequel les gens se retrouvent très, très fréquemment. Donc moi, j'avais envie de porter cette voix-là aussi, qui sont des choses dont on parle peu, mais qui sont tellement fréquentes, en fait, que c'est difficile de passer à côté et que ce sont des choses dont il faut parler. Oui, dont il faut parler et qu'il faut aussi hurler. C'est la première page de la bande dessinée. La petite Rose vit à La Réunion. Et vous expliquez que les origines et finalement les types de cheveux qui existent là-bas sont totalement différents de ce qu'on peut imaginer ici. Et c'est bien dommage d'ailleurs, moi qui passe un temps fou à essayer d'onduler mes cheveux, vous voyez. Est-ce que vous avez aussi cette idée de faire appel à des gens qui vous ont expliqué aussi comment ça se passait, cette forme de discrimination qui est vécue en fonction des territoires français où on se trouve ? Alors La Réunion, je la connais bien puisque c'est mon île aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai situé la bande dessinée là-bas. J'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à m'approprier. Enfin, ça aurait été de l'appropriation, pour le coup, à un autre vécu. Donc oui, les gens de là-bas, je les connais. C'est ma famille, c'est mes amis. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc oui, c'est quelque chose que je porte. Après, je l'ai peut-être analysé a posteriori avec mon recul d'adulte aujourd'hui, puisque j'ai quitté La Réunion quand j'avais 17 ans. Donc ça commence à faire un petit moment, mais oui, ce sont des valeurs que je porte. Et après, j'ai beaucoup discuté avec les gens, j'ai posé des questions sur les réseaux sociaux notamment. J'ai collecté un peu des ressentis, des vécus de femmes, d'ailleurs peu importe le type de cheveux. Et ce sont des choses, oui, que j'ai voulu retranscrire après dans ma bande dessinée. Et puis en plus des choses, des idées en fait, et des moments qui se transmettent, parce que là, on le voit dans la bande dessinée, la maman de Rose fait tout finalement pour camoufler la nature de cheveux de sa fille. Elle a envie soit de lui tirer les cheveux, soit de les raidir. Ce sont des moments qu'elle ressent tout le temps, et c'est pas pour juste lui simplifier, soi-disant, la vie, et pour pas qu'elle ait des cheveux qui la dérangent pour pouvoir écrire. Non, on est dans autre chose à ce moment-là. Oui, c'est ça, il y a
En fait, c'est devenu une tradition chez les femmes noires et métissées du monde entier que de se lisser les cheveux. C'est plus qu'une simple mode parce que ça traverse les générations, ça traverse l'espace. Il y en a sur tous les continents, c'est assez incroyable. Il n'y a pas d'équivalent ni chez le cheveu asiatique ni chez le cheveu européen de quelque chose d'aussi répandu. Et la mère de Rose, donc, qui est née et grandi dans les années 60, tombe pile à une époque où c'est la dictature du lisse, à La Réunion en tout cas, dans le monde en général, mais je parle ici de La Réunion. Et en fait, pour elle, il est inenvisageable d'être vue avec des cheveux texturés. D'ailleurs, on ne sait jamais dans la bande dessinée comment sont ses cheveux, puisqu'elle est systématiquement lissée. Et en fait, elle répète ce schéma avec sa fille, par conviction de bien faire. Elle ne sait pas coiffer les cheveux crépus de sa fille. Elle les brosse, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Elle les brosse à sec, comme des cheveux lisses. Sauf qu'avec les cheveux crépus, ça fait une touffe. Voilà. Et c'est pas du tout bon, ça casse le cheveu, ça l'abîme. Mais elle le fait comme ça, puis après, elle les tresse pour les contenir, en fait, pour qu'ils prennent moins d'espace. Et dès que sa fille réussit à obtenir de se faire des brushings, alors là, c'est du raid tout le temps, c'est toutes les semaines le brushing. Et ensuite, il faut faire attention, parce que la pluie, ça défait le brushing, le sport, ça peut l'abîmer, etc. Donc, en fait, le cheveu de Rose commence à prendre une place prépondérante dans sa vie dès le début, en fait. Elle naît avec ce cheveu envahissant avant même d'avoir commencé dans la vie. Et c'est problématique à la fois à la maison et à la fois, évidemment, à l'école, jusqu'au jour où un jeune garçon, je crois que c'est un camarade de classe, lui met un chewing-gum dans les cheveux et elle revient à la maison. Et là... Elle coupe tout. Elle coupe tout par rage. Ouais, elle rase, sa mère lui rase les cheveux parce qu'elle a coupé de son mieux, mais c'est un peu n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'elle bascule dans une autre allure qui est la femme aux cheveux courts, aux cheveux rasés, et qui du coup amène d'autres problématiques où là on n'est plus sur des notions de sexisme, mais est-ce qu'on est encore une femme quand on n'a plus de cheveux? Parce que les cheveux sont un marqueur de féminité extrêmement important dans notre société, et elle se fait confondre avec un garçon. Et elle-même, quand elle rentre après dans les études supérieures, parce qu'elle les garde courts pendant longtemps, elle se sent un peu en deçà de ce que sont ses collègues, ses amies étudiantes, parce qu'elle n'a pas les beaux cheveux lisses, comme vous, voilà. Elle veut vos cheveux exactement, et avec la... Mais moi, je veux les siens, comment je fais? Raser, c'est possible, il suffit de tout couper. Ouais. Je crois qu'on n'est jamais content de ce qu'on a, c'est toujours la même histoire. Mais là, vraiment, on parle de cette problématique de harcèlement, de se sentir pas bien dans sa peau, de discrimination aussi, évidemment. Et c'est un phénomène que l'on retrouve très souvent, effectivement, malheureusement, à l'école, que ce soit primaire ou secondaire, sauf que, évidemment, on n'aborde pas les choses de la même manière lorsqu'on a 5 ans que lorsqu'on en a 15. La difficulté est grandissante avec l'âge? Je ne sais pas si elle est grandissante. Je pense qu'on l'aborde de façon différente. Moi, je me suis beaucoup intéressée à l'âge adulte aussi, où la discrimination prend des chemins un peu plus tortueux. On n'est plus sur des insultes directes, très imagées. On est sur de la discrimination au travail, où il va falloir attacher ou lisser les cheveux pour recevoir une personne importante. On est sur de la discrimination chez le coiffeur, qui ne veut pas coiffer ce type de cheveux parce que ça ne rentre pas dans sa formation. Voilà, dans la rue, dans le métro, les gens qui touchent les cheveux. Enfin, voilà, ça prend plein de petites formes, mais beaucoup plus insidieuses. Et je pense que la prise de conscience est peut-être plus difficile que quand on est enfant et que c'est très direct. Alors, on parle de racisme, on parle d'identité. Il y a l'identité, on parle de la Réunion, justement, et une discussion entre Rose et son frère qui lui rappelle qu'elle est créole. Elle dit qu'elle l'avait oublié. Oui. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai ressenti, moi, que j'ai vécu. Donc, je suis arrivée en métropole quand j'avais 17 ans. J'ai fait mes études ici, j'ai grandi. Je suis devenue une adulte ici. Ouais. Et quelque part, je me suis fondue dans ce moule de ce qu'il y avait autour de moi. Alors, j'ai la peau claire, j'ai la peau blanche. Donc, forcément, je me suis plus identifiée du côté des personnes blanches. Et puis, vu que je lissais mes cheveux, en fait, je fais parfaitement illusion. Quand j'ai les cheveux lissés, je peux passer pour une personne caucasienne complètement. Et en fait, oui, j'ai oublié que j'étais pas caucasienne. Parce que tout me renvoyait ça, parce que j'étais parfaitement intégrée dans ce cercle-là, etc. Et oui, et je me suis oubliée. Et c'est vraiment quelque chose où il y a eu un chemin à refaire vers mes origines, vers mes racines, pour me rendre compte qu'en fait, mon identité est beaucoup plus multiple, que je suis héritière de plein de cultures différentes. Je ne suis pas noire, mais je ne suis pas non plus blanche caucasienne, et je suis quelque chose de mélangé qu'il a fallu me réapproprier. Et c'est une discussion que vous avez ressentie quand vous avez parlé de ce livre, l'édition de ce livre, que vous l'avez présenté par exemple à d'autres enfants. Est-ce que c'est une discussion que vous avez ressentie nécessaire aussi pour pouvoir discuter de ses origines et comprendre que c'est toujours une idée assez développée et courante dans la société que de pouvoir s'intégrer
mais au détriment de son histoire, finalement. Alors, j'ai pas encore eu ces discussions parce que le livre est sorti ce matin. Donc, je pense que ce sont des choses qui vont venir au fil des rencontres. J'espère que je pourrai partager toutes ces choses-là voilà, sur soi. Après, les gens qui m'ont aidé à construire ce livre, les gens avec qui j'en ai parlé, m'ont beaucoup apporté ces questionnements aussi. Des personnes métissées qui ont donc des parents de 2 origines différentes et qui avaient ce besoin d'identification, cette recherche d'eux-mêmes. Voilà, c'est un sujet dont on a pas mal parlé entre nous. Et oui, j'espère que je pourrai en parler plus largement avec les lecteurs et lectrices de ce livre. Alors certaines femmes, certains hommes le vivent évidemment très très bien, mais il y a quand même, on le sait malheureusement, une vraie discrimination aussi qui existe. Et vous parlez justement de ce sexisme, de cette discrimination aussi à l'emploi. C'est pas simple pour beaucoup de gens d'arriver aussi, par exemple, avec des cheveux crépus ou une peau qui ne conviendrait pas à celui qui serait en face. Oui, les chiffres sont affolants. Alors en France, on n'a pas d'études parce que les statistiques ethniques ne sont pas autorisées, mais aux États-Unis, on parle de 20% des femmes noires qui ont déjà été renvoyées chez elles parce qu'elles portaient leurs cheveux naturels. On parle d'une femme sur 3 2 femmes sur 3 qui se lissent les cheveux pour un entretien d'embauche, de peur de ne pas être prises si elles arrivent telles qu'elles sont. Donc c'est assez affolant. Et en France, on a la loi sur la discrimination capillaire qui vient d'être passée, qui interdit toute discrimination liée aux cheveux. Donc ça concerne aussi les cheveux bleus, les crêtes et ce genre de choses. Mais évidemment, ça va beaucoup faciliter la vie des femmes aux cheveux frisés crépus qui sont fréquemment discriminées sur leur lieu de travail, oui. Surtout quand ça peut paraître dérisoire pour certains, mais il faut quand même savoir que ça met un temps fou aussi pour se préparer, pour coiffer les cheveux d'un enfant, d'une femme, pour pouvoir correspondre à ce qu'il faudrait être pour les autres. Donc c'est aussi une liberté très importante que de pouvoir être naturel et comme on le souhaite. Oui, alors le naturel s'entretient aussi. Mais je pense que là, on a une vraie habitude dans la société qui pose problème, au sens où si une femme aux cheveux lisses se met un coup de brosse et part comme ça, il n'y a pas de souci. Le naturel est tout à fait accepté, alors que si une femme aux cheveux crépus se lève et part comme ça, on va lui dire que c'est un peu négligé, que c'est pas convenable en fait, mais tout simplement parce que la société a décidé d'accepter le cheveu lisse au naturel et pas le cheveu crépus. Lisez le livre Racine de Lou Luby, faites-le lire à vos enfants et enfin ayons une société plus apaisée sur ces questions. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va tout de suite retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'être collier et cette semaine, son invitée est l'actrice Louise Monod. Aujourd'hui, tu es comédienne. Est-ce qu'il y a un autre métier qui, plus jeune, te faisait rêver? Donc, tu as dit que tu avais fait un petit peu de mannequinat. Ouais. Est-ce que c'était plus être mannequin au début C'est venu vraiment totalement par hasard. Je me suis fait repérer, j'ai rien demandé, quoi. Donc... Tu t'es fait repérer où? J'ai aidé, j'ai aidé à écrire les adresses pour un défilé de mode, des cartons d'invitation. J'ai aidé une amie de ma mère. D'accord. Le styliste est venu chercher, ou l'ami du styliste est venu chercher les cartons et il m'a vue. J'avais 14 ans. Et il m'a dit « Ah, on cherche une fille pour porter la robe de mariée. Est-ce que tu veux... » Et donc ça, c'était pas dans le concours Non, mais je me suis repérée là-bas pour m'inscrire au concours. C'était vraiment que des circonstances, que du hasard. Mais d'ailleurs, j'étais tellement timide au défilé. C'était assez drôle. C'était pas un podium, c'était à l'ambassade d'Argentine. Donc tu traversais tout un appartement, il fallait s'arrêter à certains endroits. C'était un créateur connu je crois qu'il s'appelait Emmanuel Marty. Attends, je me souviens de son nom. Et c'était de la haute couture. Ok. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu, honnêtement. Mais... Oui, mais quand même, c'était prestigieux déjà d'entrée de jeu. Je ne me suis jamais arrêtée. C'est-à-dire que j'ai fait... Ma mère, elle était assise à côté d'un monsieur. Elle dit, il y a ma fille qui défile. Elle voulait lui montrer. Elle lui dit, ah bah ça y est, elle est passée. Alors, on m'a même pas vu... Et du coup, de là, après quand tu fais la couverture du magazine 20 ans, est-ce que tu te dis, allez, ça y est, je me lance dans le mannequinat ou toujours pas? Ah non, c'est marrant, j'ai jamais rien pris comme acquis. J'ai toujours pris les choses. Et je crois que j'ai gardé ça encore un peu au jour le jour. C'est-à-dire que je pensais même pas que j'allais gagner le concours. On était 3, moi j'étais sûre que j'allais pas le gagner. Quand on m'a dit que j'avais gagné, j'étais la première surprise. Mais c'était génial parce que j'avais gagné un voyage où je voulais aller. C'était un peu magique à 15 ans. Mais... Non, je suis rentrée à l'agence Karine à l'époque. Voilà. Ah, quand tu gagnes ça te fait rentrer immédiatement en agence. Voilà. Non, mon premier test photo, le photographe avait dit « Oh, elle sera comédienne ». Donc ça prouve que j'étais pas une super mannequin.
Oui, mais ça voulait dire quand même que tu passais très bien à l'image et qu'il y avait... Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que très vite, j'ai mon premier casting comédienne par cette agence de mannequins, donc j'ai mis un pied là-dedans grâce à eux, en fait. Et à ce moment-là, est-ce que tu rêves quand même d'un autre métier ou tu... Alors, non, en fait, non, j'étais même inquiète parce que... Enfin, inquiète. Disons que j'avais commencé un peu à tourner, même jusqu'au bac. Mais de là à me dire, ça y est, je suis comédienne et je vais faire ça. Là, je parle même pas de mannequinat, parce que mannequinat, je crois que je me suis jamais dit que je serais mannequin. Mais en tant que comédienne, même là, avant de dire je suis comédienne, il s'est passé beaucoup d'années. Il s'est passé combien d'années? Je sais pas, mais je veux dire, je vivais encore chez mes parents, enfin chez mon père en l'occurrence, que mes parents étaient divorcés. Et il me disait, mais on n'est pas comédienne comme ça. Enfin, c'est pas parce que tu tournes là que ça y est, c'est ton métier. Oui, ça dépend de la fréquence des tournages quand même au bout d'un Oui, moment. mais tu peux pas savoir, parce que la vie devant nous, justement, ça a pris beaucoup de temps. Et puis après, j'ai quitté la série. J'ai eu la chance de tout de suite avoir quelque chose derrière. Et puis après, pendant 6 mois, j'ai rien eu. Et je m'étais inscrite en fac de cinéma. D'accord. Mais vraiment en me disant, comme c'est un milieu qui me plaît, c'est intéressant d'aller voir aussi de l'autre côté ce qui se passe. Mais j'y allais sans savoir du tout ce que je voulais faire. Et c'était un peu inquiétant dans le sens où moi, tous les élèves de ma classe savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, enfin plus ou moins. Et moi, j'avais commencé un peu à tourner des films, mais de là à dire que j'allais faire ça, c'était pas du tout évident. Donc c'était peut-être sans trop oser y croire. Ouais, c'était au jour le jour, vraiment. Et tu te disais pas, j'ai un plan B? Mais non. Le plan B, c'était la fac, mais après avoir loupé 6 mois et c'était les partiels, j'allais pas débarquer comme ça, je connaissais personne, enfin, c'était impossible. Et c'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Louise Monod. À demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. J'ai rappelé, il y a eu beaucoup de textes pour soutenir l'introduction, le développement de l'éducation, le développement durable à l'éducation nationale dans les programmes. Vous avez été autrice d'ailleurs d'un certain nombre d'entre eux, mais aussi de rapports. Alors je ne sais pas si vous étiez dans le rapport de 2014 de l'Inspection générale qui soulignait la généralisation encore partielle avec de fortes disparités entre établissements malgré des progrès depuis les années 2000. Est-ce que les choses ont vraiment, 2014 c'était il y a 10 ans, est-ce que les choses ont vraiment changé? Comment est-ce que ça rentre? Alors, on est parti de très loin, l'éducation à l'environnement est ancienne. Dans les années 77, il y a eu le premier texte institutionnel. Ouais. Alors, ça concernait essentiellement l'environnement au sens plus restreint du terme, et c'était dédié plutôt aux sciences de la vie et de la terre. Mais très vite, évidemment, on ne peut pas dissocier les questions liées à la nature, à l'environnement et tout sans les associer aux questions en dimension humaine, sociale et culturelle, j'insiste, parce qu'on dit toujours le DD, ça a 3 pôles, environnemental, social, économique et culturel. Il y en a 4 en fait. Et donc en fait, c'est cette globalité qui s'est peu à peu installée dans les différentes circulaires. Il y en a eu beaucoup depuis 2003. Et ce qui est notable, c'est qu'à chaque fois, les mêmes principes ont été repris et confortés et renforcés. Mais ça, c'est intéressant. Anne, développer l'esprit critique chez les enfants, c'est une nécessité? Oui, c'est une absolue nécessité, effectivement. La science a ceci d'intéressant qu'elle se fait en collectif, sur le plan international comme dans le cadre de l'enseignement. Nous introduisons bien évidemment les enseignements de sciences et technologies dès l'école maternelle, dans le cadre justement d'une forme de découverte, d'une confrontation au réel qui permet de travailler l'esprit critique, à la fois dans la validation ou l'invalidation des résultats, et puis dans des situations aussi d'échange et de débat. Vous avez aussi pour objectif, Philippe, de réconcilier d'une certaine manière les jeunes aussi avec la lecture. On dit souvent que les jeunes sont fâchés avec les livres. En moyenne, et on l'a dit en introduction, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu'avec un livre dans les mains. Est-ce que ça fait partie aussi de votre cible? Alors oui, bien sûr, et je dirais que même pour les jeunes et pour les jeunes garçons adolescents, c'est encore pire s'ils ne lisent plus que 7 minutes par jour. Et contre 19 pour les filles. Ouais, contre 19. Et dans les 7 minutes par jour, ils regardent, ils envoient des messages à leurs amis. Parfois, ils regardent une vidéo. Donc, le temps de lecture réel et de concentration, il doit être quasiment nul, quoi. Voilà, ou à peu près. Donc oui, on peut avoir une approche très, très catastrophique du sujet. Et je pense que c'est parfois le cas. C'est lié aux écrans, selon vous, cette baisse de la lecture chez les jeunes? Alors oui, je pense. Après, j'ai juste ma petite expérience personnelle. Oui, quand j'ai amené les écrans à mes... Alors j'ai 2 fils, pour ça je parle de 2 garçons. Ah bah oui, l'effet, il est immédiat. Hein. L'effet immédiat, le smartphone, il passe avant beaucoup de choses, et avant le livre. Mais après, après, à la fois... il y a beaucoup d'éléments pour le livre en tant que tel. Tout ça, il n'a pas toutes les clés.
Mais après, il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de répondre aux besoins des jeunes pour trouver des livres. On ne pourra pas sauver tous les jeunes, évidemment, mais tous ceux qui sont à la limite, à la bascule, entre dire je continue à lire un peu, mais bon, j'ai tellement d'autres choses plus intéressantes aussi à faire à côté que je vais un peu arrêter. Tout à fait. On peut répondre à pas mal de ces points-là quand même, voilà, avec Edolpo. Edolpo, c'est notre job de le faire. Voilà. Et on a pas mal de réponses. Voilà. Depuis 20 ans, un tas de graines ont été posées. Moi, je me souviens aussi d'un rapport, je cite de mémoire, où vous disiez de manière assez récurrente, finalement, ça fonctionne à raison d'un ou une enseignante hyper motivée qui fait bouger les choses dans ses établissements. Ce qu'on a du mal à faire, c'est embarquer tout le monde. Donc en fait, on en est toujours là ? C'est ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, vous l'avez rappelé. Et donc l'enjeu, c'est vraiment, il se passe des choses formidables sur le terrain. Et il y a beaucoup de petites graines qui ont été semées. Il y a une dynamique qu'on voit ressortir au forum annuel, au FORED, le Forum de l'éducation et développement durable, qui existe depuis 15 ans, qui réunit partenaires de l'école. Il y a vraiment une dynamique très forte qui s'est structurée de plus en plus, qui s'est renforcée. Et en fait, il y a une évolution des textes institutionnels qui fait que maintenant, il y a un peu le creuset pour tout. Il faut un portage, effectivement, important. Mais il y a vraiment des choses superbes. Le problème, c'est qu'effectivement, pour le moment, la généralisation, on n'y est pas encore. En tout cas, à l'image de ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire, parce que si ça traverse la scolarité, ça veut dire qu'il faut penser une progressivité des apprentissages. Et justement, viennent d'être établis cette année des repères de fin de cycle. L'idée, c'est pas année par année. Les itinéraires des enfants, ils peuvent être variés. C'est de dire, voilà, en fin d'école ou en fin de tel cycle, ce serait bien qu'il y ait ça et ça de maîtriser. Articulé, et donc il y a une production des GESCO Direction générale de l'enseignement scolaire. Voilà, et donc en fait, moi j'ai participé à différents groupes et l'idée c'était de mettre tout ça en cohérence. La science est présente partout. Avec son concours, la science devient très concrète. C'est ce qui manque parfois, en tout cas c'est mon sentiment quand j'étais peut-être un petit peu plus jeune. Là on fait des choses concrètes et on la voit directement en application. Oui, quelque part, je me souviens de certains élèves dire qu'ils n'ont pas eu l'impression de faire des sciences. Alors, je ne dis pas du tout ça pour minimiser l'importance des sciences, et au contraire, mais disons que ce qui compte pour eux, c'est la problématique qu'ils veulent résoudre. Et ce faisant, ils font des sciences, ils résolvent des problèmes, ils expérimentent et ils construisent une démarche scientifique. Donc, c'est ça qui fait que cela fonctionne. Et comme Anne le disait, ce qui est amusant, c'est qu'ils démarrent avec des problématiques qui sont très locales, qui sont des problématiques qui les concernent, soit très fortement environnementales, mais on voit aussi beaucoup de sujets sociaux autour du handicap. Je me souviens d'un projet d'élèves qui avait une camarade qui avait la maladie de Charcot, et donc ils avaient cherché un système pour qu'elle n'ait pas à sortir son pass dans le bus. Donc voilà, ils vont vraiment s'appuyer sur ce qui les concerne, et c'est cette préoccupation qui va faire leur engagement et l'envie d'atteindre un résultat. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc, le son Thibaut Goury-Lafont, maquillage Julie Ordner, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.